le club. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Club, le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Comme toujours, je suis en bonne compagnie pour parler de découvertes et de coups de cœur culturels. Je suis aujourd'hui avec Régine. Salut Régine. Bonjour. Alors, est-ce que ça va bien ? Ça va très bien. Super. Je suis aussi avec Marion. Bonjour. La forme ? Oui, très bien, et toi ? Bah ouais, ça va super. Coralie. Salut. Je vois que tu as préparé tout un tas de choses. Donc, Oui, alors je ne suis pas comme mon voisin, mais il y a quand même des petites choses. Les attaques personnelles commencent. Il y a quand même des petites choses de marquées, ouais. Et on a entendu Jérôme qui est là aussi pour cet épisode. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas encore trop si je vais prendre la parole. Je vais surtout laisser la parole aux 4 personnes que j'ai pu présenter précédemment. Mais peut-être que je m'inviterai par moment dans le podcast. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a envie d'attaquer en nous parlant d'une œuvre qui les a marqués dernièrement ? Est-ce qu'on commence par le psychopathe avec ses tout le monde se fiches tourne vers Jérôme. Allez Jérôme, on te laisse commencer. Bon, moi je vais commencer par plomber l'ambiance tout de suite. Je viens avec de la guerre. Je vais vous parler un tout petit peu d'actualité. En l'occurrence, vous savez qu'il y a quelques conflits qui se posent sur le monde et j'ai eu l'occasion d'écouter des podcasts. Alors, je vous parle en premier d'un podcast que j'ai entendu sur France Inter. Alors, il est animé par Thomas Negaroff. Thomas Negaroff, c'est un historien qui est également journaliste. Il a fait un premier podcast, une première série de podcasts qui durent chacun 20 minutes, 6 podcasts en tout. Et donc, c'est le conflit israélo-palestinien. Alors, pas le conflit israélo-palestinien tel qu'il se vit actuellement avec le Hamas dans la bande de Gaza, mais c'est en fait l'histoire d'Israël et de la Palestine au travers de 6 dates clés. Donc en fait, la région est en train de s'embraser, mais on se trouve actuellement 75 ans après la première guerre entre Israël et ses voisins arabes. Donc en fait, on est dans le contexte d'un conflit où il y a 2 peuples qui vivent sur la même terre. Est-ce que la cohabitation est possible ou pas ? Et donc, en fait, c'est une conversation entre le journaliste historien et ses invités. C'est très, très bien fait, dans la mesure où c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être féru d'histoire pour comprendre ce podcast. C'est dans un format qui me plaît, moi, beaucoup, parce que 20 minutes, c'est bien. Je commence à avoir mon attention qui décline un petit peu quand c'est plus long que ça. Et c'est vraiment comprendre au travers du contexte historique pourquoi les gens se battent. C'est absolument pas avec un parti pris, c'est vraiment factuel et historique. Moi, ça m'a permis vraiment d'essayer de mieux appréhender ce qui se passe, parce que on a tous peut-être, comme moi, des souvenirs scolaires de la création d'Israël, 48, les conflits ensuite, la guerre de 6 jours. C'est des choses qui nous parlent un tout petit peu, et là c'est vraiment expliqué, et ça permet de comprendre en fait la situation actuelle. Voilà. Je mets ce petit conseil-là et je vous en donne tout de suite un deuxième, un tout petit peu plus léger, mais qui est toujours sur la même région. Là, c'est une série. C'est en l'occurrence une mini-série qui est britannique, qui date un tout petit peu. Elle est de 2011, elle est dans le fond des médiathèques. Elle a 4 épisodes qui durent environ 1h20 chacun. Et donc, en fait, l'histoire est la suivante. C'est une jeune femme, Erin, qui a 18 ans, et qui va en fait aller passer ses vacances en Israël avec sa meilleure copine. En fait, juste avant de partir, elle trie les affaires de son grand-père qui est gravement malade, et elle tombe sur le journal intime du grand-père, et il s'avère que le grand-père a fait partie des forces britanniques qui étaient stationnées en Israël en 1945. Et donc en fait cette série va être sur une double temporalité. On va donc avoir l'héroïne qui, alors c'est censé se passer en 2005, qui est donc en Israël en 2005,
et qui en même temps, au travers du journal du grand-père, revit en quelque sorte les événements qui se sont passés en 1945. Et donc là, c'est encore une fois un moyen de comprendre un petit peu le conflit israélo-palestinien et même au-delà, les relations tout simplement entre les gens sur place au travers de cette mini-série. Tu peux dire le titre, parce qu'il me semble que j'en ai entendu parler. Alors ça s'appelle, oui, ça pourrait être pas mal, effectivement, pour conseiller aux gens. Ça s'appelle The Promise, en français ça, Le Serment. Et c'est interprété notamment par Claire Foy. Alors Claire Foy, vous la connaissez peut-être, en fait, c'est la reine d'Angleterre de The Crown dans les saisons 1 et 2. Oui, c'est ça, ouais, voilà. la jeune Elisabeth. Donc là, ça a été tourné avant The Crown. C'est remarquablement bien interprété. Il y a vraiment quelque chose de très explicatif, mais pas rébarbatif, à comprendre en fait vraiment 60 ans d'histoire en fait. Et voilà, donc ce double conseil, donc d'un côté un podcast très factuel avec des gens qui savent vraiment bien de quoi ils parlent, et une fiction qui est aussi très très bien faite et qui explique aussi beaucoup de choses. Voilà. Bah, merci, c'est vrai que c'est intéressant de se renseigner avec tout ce qui se passe actuellement et de façon plus ludique que les informations, c'est pas plus mal, ouais. Ouais. Moi, je trouvais que ça se prêtait bien, effectivement, à essayer de comprendre un petit peu ce qu'on voit aux informations. Pourquoi on en est dans cette situation-là, en fait. Et puis ça permet de se détacher aussi, parce que là, c'est à chaud, actuellement, on le vit, et il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi dans une conversation à la famille, donc c'est pas plus mal aussi d'avoir un recul on est vraiment dans quelque chose qui n'est absolument pas ni tout blanc, ni tout noir. On est vraiment dans un camailleux de gris pour comprendre voilà, pourquoi on en est là. C'est peut-être pour ça que c'est aussi compliqué à résoudre aussi voilà, ce problème. C'est ça, c'est que personne va trouver la solution sur un coin de zinc à dire il faut faire ci. C'est ça, puis personne n'a tort, personne n'a raison. Donc, non. Là, c'est vraiment c'est quasi inextricable, mais voilà. Et ces deux propositions-là vous permettent un petit peu de comprendre comment on en est arrivé là, tout bonnement. Voilà, c'est pas très gai, mais c'est chouette. Non, ça met dans l'ambiance du podcast. J'ai cru comprendre que certains avaient aussi des podcasts sous le coude. C'est ton cas, Marion, peut-être ? Alors moi, je suis tombée par hasard sur Spotify. Je me suis retrouvée à écouter un podcast qui s'appelle Sauce algérienne. Et je t'en ai déjà parlé, Coralie, peut-être. Je sais, non, je crois pas, non. En fait, ce sont c'est une personne dans le but d'écrire un mémoire, en fait, ou une thèse, qui va interroger en fait des jeunes personnes qui ont des descendances algériennes. Et il va les questionner sur l'influence que ces influences, leurs origines, ont eu sur leur éducation, etc. Donc il y a des petits-enfants d'Arki, ou dernièrement il y avait l'arrière-petit-fils du général, je crois, qui avait fait un putsch en Algérie, quoi, qui était à l'initiative de l'OAS. J'ai plus la dénomination entière de l'OAS, mais c'était une organisation d'extrême droite, je crois, qui en avait après Charles de Gaulle. Et tout ça a une influence sur leur vie aujourd'hui et comment ils ont été éduqués, et aussi le fait pour les personnes qui ont des origines algériennes, dans leur quotidien, etc., de comment ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu par leurs grands-parents, de ce qui leur a été raconté ou pas du tout, ce qu'ils ont été, entre guillemets, forcés de demander parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Et donc, on a à la fois, que ce soit une jeune fille qui va questionner sa grand-mère un jour, et sa grand-mère va réagir très, très, très vivement en lui disant « je veux pas ». En fait, à la base, elle disait ma copine m'a montré un peu qu'est-ce que c'est l'islam et tout ça. Sa grand-mère a dit « non, je veux pas que tu fasses ça, tu la vois plus jamais, jamais, jamais de ta vie ».
quelques temps plus tard, son grand-père lui a expliqué, en fait, ta grand-mère a perdu sa sœur à cause de résistants algériens. Elle était institutrice, sa sœur, et donc elle a perdu sa sœur comme ça. Et donc ça crée des tensions, etc. Et, voilà. Et donc il y a aussi une jeune fille qui était en école d'art à Nantes, je crois, et elle a voulu raconter un événement en particulier où c'était en fait des femmes qui se couvraient de merde en fait pour échapper aux agressions. Et elle a eu un retour extrêmement négatif par le jury en lui disant en fait ce qui est raconté, la voix off en fait de votre oncle qui raconte l'événement, et on n'avait pas besoin, on veut pas savoir ça. Si, c'est important quoi. Ouais, après ça reste tendu avec l'histoire de France et au final c'est loin, mais c'est pas si loin que ça quoi. C'est encore chaud dans pas mal de têtes et de familles quoi. C'est sûr que. Ouais, c'est ça. Quelle durée ce podcast? Je dirais à peu près une demi-heure. Il y a 6 épisodes et donc là il y a 2 saisons. Et pour l'instant j'ai écouté la saison 1 donc, qui se passe en France, et je sais que dans la saison 2 il va se rendre justement en Algérie. Ah ouais, très intéressant. Ouais. Voilà, c'est ça. Et il parle aussi il y a une personne qui parle de ses grands-parents qui ont atterri à Rivesaltes, donc un camp aussi où ils ont été parqués quoi. Donc, on verra la saison 2. Ouais. Moi j'aime bien les formules du podcast parce que tu peux t'informer, apprendre des choses juste en faisant même des fois autre chose en même temps, et je trouve que c'est des formules toujours intéressantes. On rigole avec Marion quand est-ce qu'on écoute le podcast. Moi je veux bien enchaîner avec un truc, quelque chose d'un peu plus gai, on va dire. Moi, c'est sur la thématique de la danse. Et il y a une série et un film. Alors, c'est pas des choses très récentes pour les deux. Le film, c'est, je pense que beaucoup le connaissent, c'est le Encore de Clapiche. Donc, c'est Alexis opine de la tête un peu. T'as pas trop aimé, manifestement, mais moi, j'adore la danse. Si, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça juste moyen, en fait. Ouais, Pio est excellent là-dedans. Ouais, en fait, les acteurs sont bons, je trouve plus que c'est... mais je vais te laisser en parler. Dans la construction narrative et dans la mise en scène, que je suis un peu moins convaincu. Mais si, le film est sympathique. Moi j'adore la danse. Donc là, c'est vrai qu'il y a des belles scènes filmées, dansées. Donc ça c'est plutôt cool. Après, oui, effectivement, c'est l'histoire d'une danseuse classique qui se blesse gravement lors d'un spectacle, lors d'un ballet. Et du coup, c'est un peu sa reconstruction, notamment avec la rencontre avec une troupe de danseurs contemporains. Et un éminent chorégraphe dont j'ai oublié le nom, off-chef, je ne sais plus comment, mais voilà. Et donc du coup, elle va se reconstruire, elle va reconstruire son corps, elle va reconstruire son esprit aussi. Donc voilà, il y a Pio Marmaille et puis le kiné dont je viens de manger le nom à l'instant. Ofesh Schechter. Ça, c'est Ofesh Schechter, ouais. Ça, c'est le chorégraphe. D'accord. C'est un grand chorégraphe, un vrai chorégraphe. Et toi, tu parles de François Civil. Voilà. Ah, okay. Merci les gars. Ok. Merci le Ternet aussi. Et voilà. Et donc elle, en fait, l'actrice, c'est une danseuse aussi, vraiment une danseuse d'opéra, qui s'est aussi blessée. Donc voilà. Et ouais, effectivement, moi j'ai trouvé que c'était, c'est au niveau de la danse, il y a des super scènes filmées. Donc c'est juste magnifique. L'histoire, pour moi, tient la route aussi. Il y a des personnages très rigolos. Voilà, c'est vraiment un film que j'avais été le voir au cinéma. Je l'ai revu avec plaisir en DVD. Donc voilà, et je suis tombée sur la série L'Opéra. Pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. Je pense qu'il n'y en aura malheureusement que 2 et c'est fort dommage. J'aurais bien aimé, parce que ça ne se finit pas, donc j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite. Donc ça se passe, en fait, c'est dans l'Opéra Garnier.
Et donc, c'est avec une danseuse étoile qui est maintenant âgée, on va dire, étant donné qu'elle a plus de 30 ans. Donc, la vieille. Voilà, c'est ça. C'est la vieille danseuse d'opéra. Et donc, elle va pas bien dans sa vie. Elle foire un peu les ballets et tout ça, même si elle reste pro sur scène. C'est un peu compliqué au début de la série. Et parallèlement à ça, on a une jeune danseuse aussi qui arrive à l'opéra. Et elle est noire. Et c'est la seule de tout l'opéra Garnier qui soit noire. Donc elle est en sus-numéraire, donc c'est un peu compliqué les grades à l'opéra. Il y a différents grades et donc elle passe en dernier de tout. Quand tout le monde est malade et que personne peut danser, c'est au sus-numéraire qu'on fait appel. Mais bon, il faut quand même qu'elle s'entraîne tous les jours avec les autres à faire la barre au sol et tout ça. Et donc du coup, on suit ces deux histoires. La vieille danseuse étoile qui est presque, en fait, que les directeurs veulent virer, quoi. Qui est joué d'ailleurs le directeur par Raphaël Personnaz, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps et qui joue franchement très bien. Ça a fait plaisir de le revoir. Et donc l'actrice principale, elle, c'est une actrice, mais elle a fait de la danse classique quand elle était jeune. Elle s'est blessée, je crois, à 16-17 ans. Et du coup, là, elle arrive encore à faire des prouesses assez impressionnantes. Il y a pas mal de danseurs, forcément, de l'Opéra Garnier. On est dans les bâtiments de l'Opéra Garnier, donc ça ne gâche rien à la série en plus. Et donc voilà, on a toutes ces arcanes un peu avec de la danse aussi, pareil, des belles séquences filmées. Et puis cette vie là des danseurs opéra, tout ce qui peut être, il y en a une qui veut tomber enceinte, mais bon, c'est compliqué d'être enceinte à l'opéra. Il y a des profs un peu tyranniques, notamment en saison 2. Donc voilà, non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est fictionné, mais je pense que ça reflète quand même une certaine partie, notamment hiérarchique et court. À l'opéra, donc voilà, c'est une série aussi sur la danse que j'ai trouvée très intéressante. Toi qui aimes la danse, est-ce que tu avais lu la BD Paulina ? Oui, ouais, très belle BD. Ouais. Ça fait partie des derniers coups de cœur que j'ai eu en BD. Je lis pas énormément de BD, mais celle-ci m'avait mis une belle claque. L'histoire est assez complexe. C'est Hubert, c'est ça ? C'est Bastien Vives. Ah oui, c'est vrai. J'avais hésité avec lui, mais bon. Alors l'auteur est un peu polémique, mais la BD est vraiment très très belle. Effectivement. C'est magnifique. Enfin, comme beaucoup de choses qu'il fait, j'avais adoré Le goût du chlore aussi. C'est une espèce de relation amoureuse qui se passe dans une piscine. Tout à fait, ouais. Et en fait, il a un certain talent quand même pour raconter des relations entre personnages, mais de manière un petit peu atypique. Et là, dans Paulina, tout l'angle, c'est une jeune fille qui va suivre des cours de danse avec un maître qui est reconnu et un peu craint dans le milieu. Elle va avoir une relation un petit peu ambiguë avec lui. À la fois, elle va se construire un petit peu en opposition face à lui, mais dans ses entraînements, elle va se soumettre en fait aux exigences du maître. Jusqu'à prendre un jour sa liberté, devenir connue et se rendre compte en fait de ce qu'elle doit en fait à son enseignant. Enfin, c'est hyper touchant, hyper beau. Alors là, du coup, je réfléchis, mais il me semble, je suis pas très sûre qu'il y a un film. Il y a eu une adaptation, je l'ai pas vu, mais il y a eu une adaptation. Après, le dessin de Vives est assez adapté, je trouve, à un projet dessiné, de danse, quoi, parce que c'est un trait très léché, très dans le mouvement, avec des grandes traits d'encre et tout ça. Donc oui, je pense que là, moi, j'avais bien aimé aussi. Et Paulina. Le goût du chlore, tu l'avais lu aussi ? Ouais, j'ai lu aussi. En fait, j'aime beaucoup ce que fait Vives. Ouais. Après, voilà, le personnage en lui-même pose question. Mais oui, ces BD, j'aimais même les BD qui pouvaient poser problème comme Une sœur. Je trouve que c'était quand même. Après, voilà, c'est des relations qui sont un peu complexes voilà, c'est ça. Mais oui, j'aime bien ce que fait Vives en tant que BDiste. Je t'ai vu réagir, Jérôme. T'as lu aussi un petit peu. C'est de la BD qui touche. Voilà, pour le coup, tu peux pas être indifférent.
Oui, le goût du chlore, oui, j'ai vu ça il y a longtemps et ça m'avait marqué. Ouais. Tu connais un petit peu Régine ? En gros, le goût du chlore, c'est assez merveilleux. De mémoire, c'est un jeune homme qui va à la piscine et qui va croiser, j'allais dire la route, mais plutôt, comment ça s'appelle dans une piscine ? Le couloir de nage. Voilà, le couloir de nage d'une jeune fille. Et du coup, il va venir à la piscine à chaque fois dans l'espoir de la croiser. Et en fait, toute la force de cette BD, c'est que tout va passer par les non-dits, c'est-à-dire que ça va être des jeux de regard. Il n'y a pas beaucoup de texte, pratiquement pas de texte. Ouais. Et en fait, il va regarder la porte d'entrée pour voir si elle va débarquer, etc. Jusqu'au jour où ils vont établir le dialogue. Et au moment où on pense que quelque chose va se passer, hop, du jour au lendemain, il ne vient plus à la piscine. Et du coup, tout le reste de la BD, c'est lui qui espère qu'elle va repasser la porte de la piscine, quoi. C'est assez merveilleux. Ouais. Ouais, pour une fois, c'était pas une relation un peu perverse, mais c'est vrai que Vives est adepte de ça. Ouais. Enfin, voilà. Quelqu'un voulait parler d'autre chose, peut-être ? Régine. Alors, moi, je vais retourner de l'autre côté de la Méditerranée, avec 2 livres, en fait, qui parlent des pères, de la mort du père, précisément. Le premier, donc, c'est un livre de Nina Bouraoui, Grand Seigneur, qui vient de paraître. Et justement, j'ai vu Nina Bouraoui au festival à Rennes là, de littérature, Les Jardins d'hiver, et où elle a parlé de son œuvre en fait pendant 1 heure, et donc de ce livre-là. Donc Nina Bouraoui, moi je la suis depuis le début. En fait, elle a, en 91, elle a publié La Voyeuse interdite, qui avait eu un prix déjà. Et donc Nina Bouraoui, elle a vécu En fait, ses parents se sont connus précisément à la fac de Rennes dans les années 60, 65. Elle y est née d'ailleurs en 67. Ses parents faisaient du droit et ensuite ils sont partis vivre en Algérie. Et elle est restée vivre en Algérie jusqu'à ses 13-14 ans. Ses grands-parents d'ailleurs étaient chirurgiens dentistes à Rennes et donc elle allait aussi passer ses vacances à Rennes. Et un jour, ses parents lui ont dit voilà, tu ne rentres plus après les vacances d'été, puisque c'était la fin des années 80 et l'Algérie, on sentait la montée un petit peu de l'islamisme en fait. Donc ça va être la décennie noire dans les années 90 et donc son père avait un bon poste en Algérie. Il a été diplomate et ils ont vécu en Suisse, ils ont vécu donc en France, dans différents pays. Et du coup, dans ces livres, souvent, elle raconte l'Algérie, les souvenirs qu'elle a et aussi l'homosexualité, puisque elle est homosexuelle. Et évidemment, en Algérie, c'était très mal vu. Et dans ses romans, en fait, on a une progression aussi, parce que son style, au début de ses romans, il est assez haché. Et je trouve que depuis les derniers romans, le style est beaucoup... le style est beaucoup plus fluide, en fait. L'écriture est plus fluide. Et j'aime beaucoup ce roman-ci, parce que Grand Seigneur, c'est son père. Elle a une autre sœur, et on sent qu'elle vouait une admiration à son père. Donc son père qui acceptait son homosexualité. D'ailleurs, elle lui rend hommage, puisque c'est puni par la loi dans les pays du Maghreb, l'homosexualité. Et là, en fait, son père est atteint d'un cancer il y a 2 ans. Et il va mourir dans l'unité Jeanne Garnier à Paris. Donc c'est un huis clos qui va se jouer, puisqu'ils savent que le père est condamné. Et avec sa mère, sa sœur, ils vont vivre dans cette unité Jeanne Garnier. Et donc c'est pour elle l'occasion de rendre hommage à son père, d'évoquer l'Algérie, de son enfance, de son adolescence. Et puis aussi, on sent sa fragilité, parce que ça peut faire écho en chacun de nous, parce qu'on sera amené à accompagner des personnes de notre famille, parce que c'est douloureux, et elle se dit qu'après, peut-être même son écriture va être modifiée du fait de cette expérience qu'elle a vécue. Donc un beau roman. Et un autre roman... Ça doit être bien touchant, par contre. Tout ça à doit fait. être à la lecture, ça doit être... Tout à fait. Ouais.
C'est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé et elle en a bien parlé aussi. Et alors, un autre écrivain du Maghreb, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses de lui, c'est Rachid Benzine. Non, mais le nom me dit quelque chose. Alors lui, il est prof de l'enseignement supérieur. Il a écrit des livres qui ont eu du succès. Et là, c'est Les silences des pères. Les pères, parce que il met en scène un musicien, en fait, qui revient à Trappes 25 ans après. Il a réussi dans la musique. Il est issu d'une famille marocaine. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, il ne voyait plus son père. Et là, en fait, il est appelé. Son père est mort. Et donc, il va revenir à Trappes. Et là, c'est un peu le choc parce qu'on va d'entrée de jeu lui demander de faire la toilette mortuaire de son père selon la tradition. Oui. Et puis, voilà. Et puis, il va reprendre contact avec sa famille. Et il va aussi trouver des cassettes. Et sur ces cassettes, en fait, il va se rendre compte que son père, qui était plutôt un taiseux, d'où le silence des pères, dans ces cassettes, lui-même avait enregistré sa vie qui transmet. Enfin, les cassettes, il est destiné à son père, à lui, donc le grand-père du musicien. Et il va. Alors, du coup, lui qui, en fait, s'était coupé de sa famille, de son père, de son histoire, en fait, il va être tenté d'écouter ces cassettes, non seulement. Et il va aussi vouloir. En fait, ces cassettes racontent la vie de son père en France, parce qu'il a 80 et quelques années là, quand il est décédé. Donc, il va retourner, en fait, sur les lieux avec qui son père. Donc, revoir des camarades à lui d'usine. Donc, c'est très émouvant, puisque chacun va lui apporter... vont dresser un portrait de son père. Un homme finalement qui était très courageux, un homme qui n'était pas si austère que ça, au contraire, il lui-même aimait la musique. Il lui-même a une relation avec une Française, mais le père, donc le grand-père, n'avait pas accepté ce mariage-là. Ah oui. Voilà. Il y avait eu la mort de son frère accidentelle, et il avait trouvé que le père avait pas su sembler froid, mais en fait c'était pas ça non plus. C'est les silences, parce que c'est la pudeur, la peur aussi de les encombrer avec leur histoire familiale. Donc en fait il voit son père vraiment sous un autre angle, et là aussi, comme dans le livre de Nina Bouraoui, c'est vraiment un bel hommage au père, et c'est un roman d'ailleurs qui avait été remarqué par la critique en septembre, la rentrée de septembre. Celui de Nina Bouraoui, c'est la rentrée de janvier 2024. Voilà, donc 2 beaux romans à découvrir sur les pères. Donc comme quoi les non-dits, ça fait des histoires de famille tristes, mais des beaux romans finalement. Voilà. Ouais. C'est un peu ça à et chaque d'ailleurs, fois. Rachid Benzine, là, il est très intéressant parce que il a 45 à peu près. Il a aussi. Alors moi, j'écoute une émission le dimanche matin sur les silences de la foi, sur la 2, où je l'écoute en rediff souvent, sur la religion. Et lui, souvent, il intervient. Enfin, j'ai vu plusieurs fois intervenir dans cette émission parce qu'en fait, il a écrit sur l'islam aussi, mais un islam modéré, évidemment. Il est pour l'entente entre les communautés. Et ça fait du bien aussi de voir un islam modéré, quoi, en fait, qui avec voilà. Donc c'est aussi un sujet d'actualité. Ouais, sur 2 histoires de famille entre guillemets, je voudrais vous parler de 2 séries. Donc la première, c'est Les Frères Sun. Elle est sur Netflix depuis début 2024. Je t'en ai parlé brièvement, Jérôme. En fait, c'est un jeune homme, donc Charles, qui, au début de la série, en fait, il est en train de cuisiner tranquillement. Voilà, on voit qu'il est vraiment bien friqué. C'est un bon riche, il a une très très belle cuisine. Et d'un coup, ça sonne chez lui. Et en fait, ce sont des hommes qui vont tenter de... Des tueurs à gages, ouais. Oui, voilà, c'est ça, de le tuer. Et il arrive à se défendre, etc. Et en fait, on apprend que il est mafieux.
Et son père à Charles va être touché par une balle avant d'être mis dans le coma. Et juste avant que le père sombre dans le coma, il dit « Il faut que tu ailles veiller sur ta mère et ton frère, qui sont à Los Angeles. » Donc Charles va voyager jusqu'à Los Angeles pour prendre soin de sa mère et de son frère. Sauf que donc, sa mère, elle sait très bien qu'est-ce que Charles fait là. Et le petit frère de Charles, lui, il ignore totalement ce qui se passe dans sa famille. Petit innocent. Ah oui, complètement. Exactement. Lui. Mais il est à des années de lumière de savoir qu'est-ce qui se passe. Il vit tranquille, il veut devenir... médecin, il fait des études de médecine. Et il veut devenir humoriste. Et il fait de l'impro à ses heures. Je cherchais le mot. Ouais. Et ça peut être une nouvelle façon de tuer les gens. Écoute, tu testes ton stand-up. Le truc, c'est qu'il fait des boulettes monstres. Ah oui. Et ça en est même, entre guillemets, hilarant. Et à la fois, tu te dis, mais tu te rends même pas compte de ce que tu fous, en fait. Et franchement, Michelle Yeoh, elle est géniale. Ouais, Michelle Yeoh, c'est la mère. Elle est extraordinaire. Parce qu'en Oui. fait, elle est partie de ce milieu-là pour une raison qu'on nous explique au cours de la série. Et elle s'est complètement intégrée. Elle est infirmière, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle est infirmière. Elle élève son fils, enfin, le fils qui est avec elle seul. Et ils sont à des années-lumière de toute cette mafia. Ils sont très très liés tous les deux. Et elle n'a pas la même relation avec son fils aîné qui lui reste avec le père qui est beaucoup plus dur. Ouais. C'est celle qui joue dans Everything Everywhere All at Once là. Oui. Ok, je vois. C'est l'extraordinaire Michelle Yeoh, ouais. Et du coup, Charles, il veut pas la croire quand elle lui dit qu'elle peut trouver ses informations par ses propres moyens. Et elle lui apprend en fait que les mères chinoises, les femmes chinoises, elles ont des moyens de soutirer des informations. C'est en se regroupant entre elles et en jouant au mahjong, non? Ouais, au mahjong, c'est le jeu chinois. Ouais. Et franchement, elle est maîtresse dans ça. Je l'ai trouvée géniale. Je l'ai trouvée toujours géniale dans tout ce que j'ai vu d'elle, mais là... C'est vraiment remarquablement bien interprété. Et le truc qui est vraiment rigolo dans cette série, l'histoire, elle est assez convenue, mais c'est la bouffe, en fait. C'est vraiment fantastique, en fait. Le fils aîné, il cuisine... il pourrait gagner Top Chef. C'est vraiment extraordinaire. Je comprends ton intérêt pour la série. Et c'est bien filmé aussi. Je pense qu'Alexis va se rencarder là, parce que du coup... et ça joue un rôle dans l'intrigue, en fait. Vraiment. C'est la cuisine. Charles, il essaye de trouver la recette parfaite pour faire des churros. En fait. Ouais, des churros. Surtout que tous les derniers trucs que j'ai vus sur la bouffe, c'était naze. Celui-là est bien. Après, c'est un bon divertissement. C'est pas... Mais ouais, moi, j'ai passé un bon moment à le regarder. Il y a des bonnes scènes de baston. Oui, c'est assez violent, faut le dire aussi. Il y a quand même... c'est des mafieux, ils sont pas là pour rigoler, ça dézingue à tout va. Et donc ça, c'est tout nouveau? C'est sorti de mémoire, je dirais en novembre ou décembre, peut-être. Ok. Sur Netflix. D'accord. Oui. Et comment s'appellent les frères? Les frères Sun. Ah oui, ok. Brother Sun. Ok. Très bien. Et tu disais que tu avais une deuxième série, c'est ça? Oui, alors là, c'est entre guillemets un petit peu plus sombre. C'est aussi sur Netflix. Ça s'appelle Une mauvaise mère. Point d'interrogation. Donc, est-ce que cette femme est une mauvaise mère ou pas? Donc c'est en fait, c'est un jeune procureur qui est très 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 ambitieux, qui va avoir en fait un accident assez grave, et suite à cet accident, il va retomber en enfance mentalement en fait, et sa mère va devoir s'occuper de lui. Et le truc, c'est que elle va essayer il est retourné à l'âge mental de 6 ans, donc il doit tout réapprendre. Et sa mère, qui a été extrêmement sévère avec lui pour qu'il réussisse dans ses études, et notamment à intégrer le barreau, elle va, pour des raisons,
En fait, on apprend que quand elle est tombée enceinte de lui, donc elle s'est mariée avec un agriculteur et donc la ferme était sur le passage de la flamme olympique en 1980, donc à Séoul. Donc des mafieux n'ont pas accepté que le père de ce jeune homme refuse de détruire la ferme pour que ça fasse joli, etc. Donc, du coup, il y a eu un accident, entre guillemets, où la porcherie a été incendiée. Et donc, suite à tout ça, le père est décédé et on va apprendre que c'est la faute de la mafia, etc. Et donc, sa mère va tout faire pour qu'il devienne procureur. Et elle ne lui explique pas tout de suite pourquoi. Son père est mort, mais c'est lui qui va faire des recherches, etc. Et franchement, dans la même série, et j'ai trouvé ça extrêmement prévisible. Je m'en suis douté assez vite, c'est ça que je veux dire. Il y a une jeune fille qui connaissait ce jeune homme-là quand ils étaient enfants. Et elle est fille-mère de 2 jumeaux. Oh là là. Oh putain, mais vous pouvez pas, dites-le tout de suite. Ça ira plus vite. Voilà. Bref, mais la série est vraiment, vraiment très bien faite. Il y a beaucoup de séries coréennes qui ont l'air très valables. Alors, je ne me suis pas trop intéressé à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses, en série en tout cas, qui viennent de Corée, qui ont l'air très très bien. Ils font des bonnes séries. Après, il y a à boire et à manger, comme on dit. Oui, comme tout, bien sûr. Toi, tu regardes pas mal de séries, Jérôme, non ? Oui, justement, j'en ai une autre à vous proposer. Comme tout à l'heure, Régine nous parlait beaucoup de relations avec le père. Alors moi j'ai un orphelin. L'histoire, dont l'histoire est dans la série The Last Kingdom. Alors, c'est une série télé britannique qui a eu 5 saisons et un film qui a permis de la terminer. Alors, elle est trouvable sur Netflix, sachant qu'on a les 4 premières saisons dans le fond aussi, à la médiathèque. Alors, c'est l'adaptation des romans historiques de Bernard Cornwell, qu'on a aussi. Donc, ça se passe en Angleterre, fin du 9e siècle. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Angleterre n'est pas du tout unifiée. Il y a plusieurs royaumes. Et en plus de ça, ils subissent des attaques, des raids de la part des Danois. Et donc, en fait, l'orphelin dont je vous parle, c'est le fils d'un noble saxon, mais qui a été élevé par les Danois. Donc, évidemment, vous me voyez arriver gros comme une maison. Ça s'appelle Arthur, non ? Il va devoir choisir entre ceux qui l'ont élevé ou ses origines, disons, naturelles. Et l'amoureuse, elle est saxonne ou elle est danoise ? Alors, parce qu'il y a forcément une amoureuse dans le lot. Alors, il a une vie amoureuse assez mouvementée. Ouais. Je crois qu'il n'est pas bégueule. Il aime bien les Danoises. Il aime bien les ressortissantes de ce qui sera l'Angleterre. C'est une série assez violente. Il y a beaucoup de combats, mais qui sont assez bien filmés. Moi, j'ai passé un bon moment à regarder ça. C'est pas forcément ce vers quoi je me tournerais d'habitude, mais j'en avais entendu du bien, donc j'ai voulu me faire ma propre opinion et je me suis enquillé les 5 saisons agréablement et même le film. C'est bien interprété, ça se regarde sans déplaisir. Peut-être certains d'entre vous ont vu Viking ou ont entendu parler de Viking. Non. Alors, c'est un petit peu le même genre. Je l'ai regardé aussi. Oui, je regarde beaucoup de séries, je n'ai pas de vie. Elle est moins bien. Pour le coup, si vous hésitez si vous voulez voir une série historique avec des beaux guerriers qui s'attaquent à grands coups d'épée, privilégiez The Last Kingdom, qui est vraiment pas mal. Il y a des personnages secondaires qui tiennent la route. Il y a un petit peu d'humour.
Bon, c'est pas comique, hein, mais voilà, c'est tout à fait regardable. Le héros, c'est Uhtred de Bébinbourg. Voilà. Ça va placer dans une conversation. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est un tout petit peu intéressant, c'est que quand, dans le cours de la série, il vous donne les noms de lieux où ça se passe, et en fait, avec la graphie de l'époque, et il vous donne le nom contemporain. Donc, en fait, vous pouvez savoir que tel endroit, ah oui, c'est dans l'Angleterre contemporaine, tel. Du coup, tu as épinglé tous les lieux pour tes prochaines vacances. C'est ça, les futurs guides touristiques après Game of Thrones. Alors, je pense qu'il peut y avoir du tourisme là-dessus. Ça a peut-être dû. Ça a été le cas, par exemple, pour Game of Thrones. Oui, c'est ce que je dis. Justement, il y a plein de sites comme ça. En plus, Game of Thrones, c'est un peu partout dans le monde, donc c'est pratique. Oui. Notamment, je crois, il y a pas mal de choses en Irlande et moi, Croatie c'était en Croatie, aussi, quand j'étais à Dubrovnik, en fait. Il y avait des tours Game of Thrones partout. Pour rebondir là-dessus, il s'avère qu'une partie du tournage n'est pas du tout en Angleterre de cette série-là, parce que justement, pour trouver des endroits qui ont une apparence un peu médiévale, je crois que ça s'est tourné aussi entre pas mal l'Europe de l'Est et l'Islande, il y a quand même des beaux Mais il y a quand paysages, même quand même des parties qui sont filmées, des grandes chevauchées. Alors la petite chose peut-être qui me faisait un tout petit peu tiquer, c'est que pour l'intérêt de la fiction, il faisait se rapprocher des événements très très vite, à savoir tu pouvais pas rallier un bout de l'Angleterre à l'autre à cheval au 9e siècle en 10 minutes. Donc je trouvais que des fois c'était un peu... Mais voilà, je pense que par contre c'était nécessaire pour que les épisodes avancent et... Mais voilà, une série à regarder sans déplaisir en matière de série historique. Quoi. Toi, Coralie, tu regardes aussi un petit peu de séries ? Oui, pas tant que ça au final. Donc après, quand j'en regarde, j'aime bien regarder à la suite parce que je m'attache assez facilement et souvent ce que je fais, c'est que quand ça arrive à la fin, j'arrive plus à regarder parce que justement je veux pas les quitter. Donc là l'opéra c'était ça. Il me restait 2 épisodes, j'ai dit c'est la fin. J'ai regardé, il y aura pas de saison 3, non je veux pas les quitter. Donc voilà, mais je regarde pas forcément tant de séries que ça. Après, je voulais du coup rester sur la famille. Ouais, vas-y. Si je peux me permettre de proposer un livre qui s'appelle La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je l'avais mis dans les coups de cœur des bibliothécaires. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Et des grandes générations, parce que la première génération se passe en 1625, je crois, de mémoire. Voilà une jeune femme, en fait, qui est accusée de sorcellerie. Avec sa maman, on pourrait appeler ça des rebouteux maintenant, mais elle pratiquait une certaine médecine. Et voilà, il y a eu une mort accidentelle et elle est peut-être pas si accidentelle que ça, et donc elle est comme avec sa mère, elles aidaient les femmes à accoucher et tout ça. Il y a plein d'histoires autour de ça. Elle servait de sage-femme, elle servait de médecin, sachant que la médecine à l'époque c'était mettre des sangsues et faire des saignées, donc je suis pas bien sûre que on a vu que voilà. Donc elles avaient un peu plus de succès, mais quand elles n'en avaient pas, forcément elles étaient accusées de sorcellerie. Et puis, du coup, après, on arrive à une période plus récente avec une autre femme de cette lignée. Donc, on n'est que sur une lignée de femmes. Et là, c'est une jeune fille, en fait, qui est en Angleterre, dans la campagne anglaise. Toute la situation, même si c'est des époques générationnelles différentes, se situe au même endroit géographique. Et là, elle est contrainte vivre enfermée par son père, qui est un espèce de comte, un comte, je crois, tyrannique, qui l'enferme. Elle n'a pas le droit de sortir de la maison, alors que son frère a le droit d'aller un peu partout. On est au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a un cousin qui va arriver. Il va y avoir une histoire avec ce cousin. Et elle a un petit peu elle parle aux insectes, en fait.
Elle va finir entomologiste d'ailleurs, mais voilà, elle parle aux insectes, elle écoute les oiseaux. Sa meilleure amie est une araignée, donc voilà. Mais donc là, c'est et puis la troisième femme. Là, c'est à l'époque contemporaine, et là, on est sur quelque chose de aussi. Elles vivent toutes les trois des choses violentes. En fait, cette femme finit par quitter son conjoint qui la maltraite de façon très violente. Comme pervers narcissique, on va pas se cacher le mot, et du coup elle arrive à s'enfuir quand elle découvre qu'en fait elle est enceinte. Et donc elle va aller sur ce qui permet pour elle aussi de s'enfuir, c'est que cette deuxième femme qui est entomologiste, en fait c'est sa tante, et elle va lui léguer sa maison à son décès. Donc ça lui fait un point de chute. Et là en fait elle va découvrir dans le grenier de la maison de sa tante toute la lignée de sorcières. Voilà. Et en fait, ça raconte aussi l'émancipation de ces trois femmes pour se sortir des carcans qu'il y a pour chacune à différentes époques. On verse un peu dans le fantastique, un peu avec le côté sorcellerie. Voilà, on verse un peu dans ce côté-là, mais du coup, ça donne une certaine force aussi à l'histoire. Et le fait qu'on suive toutes les trois histoires en fait s'enchevêtrent. On a un chapitre sur l'une à chaque fois qui s'intercale avec un chapitre sur l'autre. Et à la fin, tout se construit, tout se met en lumière. Et donc c'est un beau roman. Enfin, moi j'ai trouvé ça, je l'ai lu assez vite pour le coup. Et l'écriture est assez simple, mais on s'attache pas mal à ces trois femmes d'une même famille, quoi. Donc voilà, intéressant. Alors moi je vais vous parler d'un roman à nouveau de la rentrée de septembre. Un roman pour lequel j'ai eu un coup de foudre. D'ailleurs il s'appelle La Foudre de Pierre Bailly. Voilà, aux éditions Paul. Alors ça se passe à l'heure actuelle dans le Jura, jeune et berger. Il aime son métier, il est marié. Et avec sa femme, il projette d'aller vivre à La Réunion, où il aimerait bien aussi avoir un élevage, en fait. Voilà. Changement de vie donc prévu, sauf qu'il y a un événement qui va modifier le cours de son destin et du coup de celui de sa femme. Il va apprendre que l'un de ses amis de lycée est emprisonné pour meurtre. Et là, en fait, il se rappelle que quelques années avant, il avait rencontré la femme de ce camarade de classe qui est devenu vétérinaire, qui était à l'époque déjà très intéressé par les animaux. Et donc, du coup, il va retourner, parce qu'il a à peine 40 ans, il va retourner en arrière et il va se décider à appeler, parce qu'elle lui avait laissé un numéro de téléphone, la femme. Alors, au début, il ne sait pas trop quoi lui dire. Qu'est-ce qu'on dit à une femme dont le mari vient d'être emprisonné pour meurtre ? D'autant plus que très vite, il va se sentir irrésistiblement attiré par cette femme pour laquelle il avait des sentiments amoureux à l'époque du lycée. Bon. Et du coup, il va au début essayer de résister, d'autant plus qu'il doit changer de vie avec sa femme. Mais en fait, c'est plus fort que lui. Et donc... au début, rien ne se passe. C'est une amitié. Voilà, il l'aide parce qu'elle est un petit peu perdue. Parce qu'en fait, le mari, il se trouve que c'est un peu... En fait, il était vétérinaire et il a été tué. Enfin, c'est une personne qui est venue chez eux et il l'a tué un peu accidentellement. Enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué pour défendre aussi ses idées, en fait, protectrices de la nature. Enfin bon, c'est un contexte. Et en fait, il y aura le procès, sauf le procès va se dérouler quand ils seront normalement à La Réunion. Donc ce qu'il va faire, il va dire à sa femme, finalement, tu pars avant, et moi, j'ose pas laisser ma camarade de classe toute seule. Et donc, il a envie d'assister au procès, etc. Et bon, je ne vous raconte pas la suite, mais effectivement, c'est un livre, en fait, comme quoi le destin tient un peu de choses, quoi, et que nos vies peuvent être modifiées très rapidement. Voilà. Donc vraiment, j'ai eu un coup de foudre aussi pour ce roman, je le redis, parce que
Vraiment, je trouve que c'est bien construit. En plus, il évoque aussi le Jura, la nature. On apprend des choses, en fait, sur le métier de berger. Et vraiment, j'avais jamais rien lu de Pierre Bailly, un bon auteur, non ? Et je vais enchaîner sur un autre roman qui a eu le prix Interallié. Et là, on part au Cameroun. Le Cameroun des années 50, à Douala. Et en fait, c'est Dominique Barberis, Une autre façon d'aimer. En fait, c'est elle va évoquer une femme, en fait, des années 50, qui part au Cameroun, rejoindre son mari. Et là, en fait, on apprend que c'est sa nièce, en fait, sa nièce est la narratrice, et elle va voir des photos de famille de sa tante dans les années 50. C'est une belle femme qui ressemble un peu à Michel Morgan. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, elle apprend qu'un jour, elle avait 26 ans, elle était pas mariée. Et du coup, il y a un homme qui connaît la famille et qui va la demander en mariage. Et au début, elle est un peu réticente, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, mais elle va accepter sans trop de... Voilà, il ne lui plaît pas plus que ça, mais voilà, il faut bien qu'elle se case, entre parenthèses, donc elle va partir. Et là-bas, ce n'est pas évident, puisque le pays, on sent que c'est à la veille de l'indépendance. Les Français ne sont pas forcément en sûreté dans certains endroits de la ville. Et donc, il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées. C'est toute la société. Alors, on sent c'est des petites sociétés où chacun parle un petit peu. Il y a des bruits qui courent sur un tel et un tel. Et là, il y a un certain Pierre qui est un aventurier. Sa femme... ne l'a pas suivi. Et en fait, c'est un peu un bourreau des cœurs, on va dire. Et du coup, sa tante, elle va être séduite par ce Pierre. Alors, une autre façon d'aimer, parce que, selon les dires, elle n'a jamais succombé. Donc, leur amour est resté platonique, mais voilà, on ne sait pas trop. Et en fait, le roman, c'est une écriture fluide, parce qu'en fait, je ne dévoile pas, parce que sinon, eh bien, il y a plein de choses qui vont se passer, et puis ça permet aussi de découvrir un pays, donc le Cameroun, quoi, au moment de l'indépendance, à la veille de son indépendance. Voilà. Donc, prix Interallié 2023. Intéressant, ces histoires de famille, à chaque fois. On en revient au même au début du podcast. Oui, j'aime bien, en fait, les histoires de famille. Bah oui, oui. Ça. Et puis, ça permet aussi de se replonger dans un pays. Voilà. Et en fait, l'auteur, je précisais ça, Dominique Barberis, parce qu'à un moment, on a l'impression qu'elle connaît le pays. Et en fait, elle-même, elle est née à Douala. Oui. Mais elle a entendu parler du pays. Elle s'est documentée, mais du coup, ça lui tient à cœur aussi. Voilà. Oui. Moi, je vais parler d'un petit jeu pour finir. Ma prestation, en tout cas, parce que sinon, je pourrais encore parler pendant des heures. Et Jérôme a dit tout à l'heure que 20 minutes, c'était déjà beaucoup trop pour lui. Donc, on ne va pas le perdre. On va... C'est ma fête. Voilà. On va parler d'un petit jeu. Il s'appelle Mantis. Ça fait partie de nos nouveautés à la médiathèque. Et si je parle d'un jeu de société, forcément c'est que j'ai gagné quand j'y ai joué. Hein. Pareil que je suis mauvaise joueuse, donc voilà. Tout le monde le dit. Et en fait, c'est un jeu de cartes. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Skyjo, mais c'est un peu des cartes qui sont de couleurs différentes. Et en fait, le but du jeu, c'est de ramener dans sa pioche 10 cartes. Et pour ça, soit on va prendre dans la pioche, soit on va piquer chez les voisins. Et donc, les faces cachées des cartes ont une couleur unique. Et sur le dos de la carte, en fait, il y a 3 couleurs qui sont potentiellement une des 3 couleurs en fait, qui est sur l'autre carte. Donc par exemple, vous avez du violet, du jaune et du rose.
Et puis la carte, en fait, c'est soit du violet, soit du jaune, soit du rose. Donc il faut prendre une décision au moment de prendre la carte dans la pioche. Soit vous la gardez pour vous, soit vous décidez de piquer une carte à un autre joueur. Si vous la gardez pour vous et que c'est une couleur que vous avez déjà dans votre jeu, et du coup, ça veut dire que vous remportez toutes les cartes de la même couleur dans votre pioche. Enfin, ils appellent ça le tank. Je n'ai pas compris pourquoi le tank, mais bon, ça s'appelle le tank. Et si vous décidez de voler à un autre joueur et que la couleur correspond à des cartes qu'il a dans son jeu, dans ces cas-là, vous récupérez toutes les cartes, mais vous ne les mettez pas dans votre tank, vous les mettez dans votre jeu à vous. Et il faudra récupérer une carte de la couleur dans la pioche directement pour pouvoir les mettre dans votre pioche. J'ai perdu Marion. Mais c'est pas grave, on jouera. Je te montrerai, je t'expliquerai. Et si la couleur, vous aviez décidé de piquer à un autre joueur et que cette couleur n'est pas du tout dans son jeu, vous lui donnez la carte que vous avez piochée. Donc c'est assez sympathique comme jeu à faire parce que du coup, il faut ruser un peu. Il faut stratégiser avec les couleurs qu'il y a potentiellement sur la carte et tout. Donc c'est assez sympa, ça se joue assez rapidement du coup parce qu'on arrive assez facilement à 10. Alors après, il y a une autre variante du jeu où on peut aller jusqu'à 15 cartes. Mais voilà, ça se joue de 2. Alors nous, j'ai joué avec 3 et avec 5 personnes. Donc voilà, c'est assez facile. Là, les règles sont peut-être mal expliquées, je m'en excuse, mais c'est assez facile à jouer au final. Comme ça, je gagnerai si je joue contre vous. C'est ça. Et voilà, Mantis. C'est assez simple à jouer comme jeu. En parlant de jeu de cartes, moi en ce moment, je joue pas mal à un jeu de société qui s'appelle Trio, que tu dois peut-être connaître. Non. C'est un des gros succès en fait, de l'année dernière en jeu de société. C'est un petit jeu dont le concept est tout simple. Il y a 36 cartes. Elles vont de 1 à 12, et donc il y a 3 exemplaires de chaque carte. Et pour gagner, il faut réussir à compléter en fait, des trios. Donc il y a un mode de jeu facile où en gros je crois qu'il faut gagner 3 trios, donc 9 cartes, soit des espèces de paires de trios, parce que en fait tu vas pouvoir en associer pour gagner. Et en fait le principe du jeu est tout simple, c'est qu'on va chacun avoir un certain nombre de cartes dans notre main. Donc chaque joueur a des cartes dans sa main, il y a des cartes qui sont au milieu, et pour pouvoir récupérer des cartes, on peut poser des questions aux autres joueurs, soit révèle ta carte la plus petite, soit révèle ta carte la plus grosse. D'accord. Et en gros, le principe, c'est que à base de déduction, de bonne mémoire et d'un petit peu de chance, l'idée, ça va être de compléter les choses. Donc en gros, imaginons que j'ai le 1, mais que j'en ai qu'un seul. On est 3 joueurs, par exemple. Il est statistiquement probable que vous en ayez une chacun. Il y a peut-être un de vous qui en a 2. Donc je vais dire Coralie, révèle ta plus petite carte. C'est un 1. Je vais dire Marion, révèle ta plus petite carte. Mince, c'est un 2. Hop, c'est pas les 2 mêmes cartes. On passe au joueur suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'objectif étant de réussir à compiler 3 cartes identiques pour les gagner, et on continue comme ça. D'accord. Donc en fait il y a beaucoup de déduction, c'est-à-dire que, et de mémoire, c'est-à-dire qu'il va falloir se souvenir que il y a 3 tours, quand il a révélé sa plus grosse carte, lui c'était un 10, et tel joueur il a retourné une carte qui était au milieu, c'était aussi un 10, et c'est moi qui ai l'autre 10. Ah, oui. Donc d'abord il faut que je réussisse à me débarrasser de mon 11, soit en réussissant à collecter les 11, soit en attendant que quelqu'un collecte les 11, pour ensuite te demander de révéler ton 10, retourner le 10 qui est au milieu, et me demander à moi-même de révéler ma plus haute carte qui est le 10. Et donc voilà. Donc quand les 3 numéros sortent, en fait, c'est là que tu récupères. Exactement. D'accord. La mécanique de base est toute simple, ce qui fait que on explique comme ça et les gens sont tout de suite capables de jouer, et ça marche super bien. Effectivement, quelqu'un qui a une très bonne mémoire a plus de chances de gagner que les autres, mais je trouve que la mécanique est assez bien huilée pour que ce soit quand même plutôt équilibré. On peut se retrouver dans des situations qui sont drôles. La distribution des cartes peut faire que dès le début, coup de bol, j'ai les 3 1 dans ma main, et donc je vais dire Alexis, révèle ta plus petite 1, Alexis, révèle ta plus petite 1, Alexis, révèle ta plus petite 1. Bon, bah j'ai déjà un trio, quoi. Voilà, c'est un jeu à la Alain Delon, quoi. Alain Delon a gagné les 1. Le seul truc qui peut te faire gagner sans collecter plusieurs trios, c'est de réussir à collecter le trio de 7.
qui est le plus dur à collecter, vu que le 7, c'est la valeur du milieu. Comme j'ai dit qu'il y a 12 cartes. Ah oui. Donc en fait, avant d'arriver au 7, il faut avoir révélé soit toutes celles qui sont plus hautes, soit toutes celles qui sont plus basses. D'accord. Donc ouais, et il y a des situations qui peuvent être rigolotes, c'est-à-dire que les valeurs vont jusqu'à 12, mais le hasard de la distribution peut faire que, je dis... Coralie révèle ta plus haute et en début de partie, ta plus haute, c'est déjà un 9, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a tout un tas de situations plutôt amusantes qui peuvent se créer. Jeu hyper efficace, ça plaît autant aux petits qu'aux grands. Enfin, c'est je crois que là, Samuel l'a acheté pour le fond. Hein, il me semble. Ouais. Bah, ça fait vraiment partie des... Je crois que c'est... Je me demande, c'est pas le jeu qui s'est le plus vendu l'année dernière. Okay. Sur l'année, ça a été un gros succès en boutique de jeux de société. Ouais. Il y en a qui sont joueurs ici... Marion, jeu de société ou jeu vidéo même Non, j'ai un jeu de cartes, mais c'est je suis devenu fan depuis que je l'ai découvert, c'est le Limite. Ah oui. Ouais. Tu nous expliques le principe ? En fait, donc on a des cartes bleues, entre guillemets, donc des situations, et c'est il y a une personne qui tire une situation, en fait, et les autres doivent répondre. Donc, ils ont environ 5 cartes et ils doivent trouver la personne ou le complément de situation qui est le plus limite dans la situation. Ouais, généralement, la situation, elle a un trou, c'est-à-dire qu'il y a un blanc, par exemple, je dis n'importe quoi, quel plaisir de manger, et là, il y a un blanc. Et en fait, on a tous un certain nombre de cartes dans notre main, et l'objectif, ça va être de sortir la carte la plus dégueulasse pour faire rire tout le monde, d'où le nom Limite. Et la personne qui avait la situation va voter pour le truc qui l'a fait le plus rire. Donc quel plaisir de manger, et toi tu as une carte, je sais pas... Des petits enfants chinois. Des enfants morts, voilà, hop, il y en a un autre qui va dire Kim Jong-un, l'autre qui va dire un baril d'essence, bref, des choses comme ça, et ensuite... Et on vote qui... Ah oui. C'est le concurrent de Limite, c'est Blanc Manger Coco, c'est le même principe, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le même genre. Ouais. Donc en ce moment, toi, t'es fan de ça Ouais, j'aime bien. Après, on peut pas le jouer avec n'importe qui, entre guillemets. Il faut des gens qui ont le même humour, peut-être. Oui, ou bien des personnes dont certaines situations peut-être pourraient les froisser. Ah oui. Ouais. Après, tu sais que quand tu lances une partie de Limite, on va pas s'attarder sur... Mais oui, il faut être plutôt amateur d'humour noir. Petit humour quand même. Et un peu borderline, quoi. Tu joues un petit peu aux jeux de société, toi, Régine ? Je joue pas du tout aux jeux de société. Okay. C'est pas mon truc. Non. Et toi, Jérôme ? Oui, on avait eu l'occasion de faire l'été dernier un podcast sur les jeux, moi. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, donc on est assez fan de jeux, plus des jeux qui se jouent à deux. Okay. Donc on est par exemple fan de Seven Wonders Duel, ce genre de jeu-là. Et alors, team mauvais joueur ou team bon joueur ? Alors, il y a une rumeur qui circule, je serais mauvais perdant, mais c'est une rumeur. Ah d'accord. Et il y a des petites choses qui t'ont plu là dernièrement, ou t'as peut-être pas beaucoup joué ? Ah non, pas eu de nouveauté récemment. Donc non, c'est toujours un petit peu les mêmes choses que l'année dernière. Non, pas d'actualité. Moi, en ce moment, je fais pas mal de jeux vidéo. C'est par période. Donc dernièrement, je jouais pas beaucoup, et là, je me suis lancé dans pas mal de choses. Et c'est plutôt rare, mais il y a des trucs que j'ai bien appréciés, parce que souvent, comme j'ai joué à beaucoup de jeux, c'est compliqué aujourd'hui d'être séduit par des nouveautés, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de redites. Et c'est rarement hyper innovant, mais j'ai fait quelques petites choses qui étaient sympas, dont le tout dernier Mario là, qui est sorti, Mario Bros Wonder, qui est assez génial. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai fait une petite vidéo qui est disponible sur le site des médiathèques et sur nos réseaux. Pour faire simple, c'est un Mario Bros dans la continuité des Mario en 2D, comme depuis 1985, le premier sur NES. La vraie réussite, c'est qu'il garde la formule Mario Bros qui est hyper efficace, mais en apportant quand même beaucoup de nouveautés. Moi, c'est un petit peu ce que je reprochais aux derniers, ceux de la Wii, de la Wii U, de la 3DS et de la DS, les New Super Mario Bros. C'est que effectivement, forcément, un Mario Bros, ça marche toujours, parce que la mécanique de base est bien huilée, mais ça manquait de nouveautés, et
voilà, on tournait vite en rond. Là, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein d'idées, je vais utiliser du vocabulaire un peu technique, mais de gameplay et de level design, c'est-à-dire la manière dont on joue et la manière dont sont conçus les niveaux, qui rendent le jeu assez jouissif, quoi. Donc on va jouer avec les échelles de grandeur, des jeux de lumière, plein de choses. Les niveaux sont très très créatifs, il y a plein de nouveaux costumes qui apportent des nouveaux pouvoirs qui sont chouettes, donc on va pouvoir forer le sol, on va pouvoir geler des objets et tout, enfin voilà, il y a plein de choses très très cool. Est-ce que c'est celui où il peut se transformer en éléphant? Ouais, exactement, il peut se transformer en éléphant et un peu tout casser du coup sur sa route. Ça veut dire du coup que ton environnement est, c'est un environnement ouvert en quelque sorte ou... Non, ça reste des niveaux 2D. D'accord. Où tu dois atteindre le drapeau de fin de niveau. Mais il peut faire n'importe quoi, n'importe où quasiment. Les costumes apportent des nouveaux pouvoirs. D'accord. Donc comme avant, au départ, on était plutôt limité, c'est-à-dire qu'il y avait le costume qui permettait de lancer des boules de feu. Ensuite, il y a eu le costume qui permet d'un petit peu s'envoler. Chaque Mario apporte des nouveaux costumes et là dans le lot il y a un costume d'éléphant, du coup hop, ton personnage il grossit, il est un peu plus fort, il peut choper de l'eau et balancer de l'eau avec sa trompe, bref, faire pas mal de choses et ça marche assez bien. Notamment moi ce qui me plaît c'est plutôt ce qu'on appelle le level design, c'est-à-dire la manière dont sont conçus les niveaux. Il y a des niveaux qui sont hyper créatifs où en gros on joue avec les ombres, donc ton personnage il est noir sur un fond gris, il peut s'étendre, etc. On joue avec la perspective, les plans. Il y a des niveaux où il y a des pluies d'étoiles, des pluies d'objets, etc. C'est original, ouais. C'est vraiment très cool. Et des fois, on est surpris, c'est-à-dire qu'on va sauter sur une plateforme et la plateforme, elle commence à se tordre et elle avance toute seule. Enfin, voilà, c'est vraiment très chouette. Peut-être le petit reproche, c'est que ça mériterait un petit peu plus de difficulté, c'est-à-dire que quand vraiment on a l'habitude des jeux de plateforme et qu'on en a fait beaucoup, on finit le jeu assez rapidement, donc on pourrait presque en demander un petit peu plus. Mais voilà, c'est toujours la difficulté avec ces jeux qui veulent s'adresser aussi à du jeune public et donc à la fois satisfaire les vieux de la vieille qui jouent depuis les années 80 à Mario et ceux qui se lancent maintenant, c'est pas toujours évident. Toujours dans le registre des jeux de plateforme, et là c'est un jeu qui a été développé chez nous, Prince of Persia. Prince of Persia, c'est une grande licence de Ubisoft, qui est un studio de jeux vidéo français. C'était une des grandes licences dans les années 80, 90, début 2000 d'Ubisoft, qui s'est fait en quelque sorte remplacer par Assassin's Creed sur la génération PS3, Xbox 360. Et là, sorti un petit peu de nulle part, Ubisoft annonce un nouveau jeu Prince of Persia, mais avec un parti pris radical, c'est-à-dire qu'ils reviennent là aussi sur une esthétique 2D, donc le jeu en vue du côté. On n'est pas sur de la 3D. Et voilà, hyper plateforme, hyper dynamique. Sur la jaquette, on a notre personnage qui est un petit peu en train de s'envoler et c'est vraiment ce qu'on ressent dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu un petit peu de haute voltige. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchaîner des attaques, etc. Et notamment, là aussi, il y a une conception dans les niveaux qui est absolument dingue parce que sur le principe... c'est un sous-genre de jeu de plateforme qui s'appelle le Metroidvania. C'est-à-dire qu'en gros, on va explorer une carte et... on va revenir sur des endroits. Si on se souvient de certaines choses, une fois qu'on aura débloqué certaines facultés, on va pouvoir accéder à des zones dans lesquelles on était allé, mais qui étaient inaccessibles jusque-là. Et là aussi, la conception est assez dingue parce que, au gré de notre avancée, on va débloquer des espèces de raccourcis qui fait que même si j'ai besoin d'aller complètement de l'autre côté de la carte, ça va pas me prendre 3 plombes. Je vais passer par tel raccourci, prendre un ascenseur ou je sais pas quoi, et ça va aller très très vite. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont dû se casser la tête à travailler sur les niveaux pour tout rendre hyper accessible, mais c'est très très fort. Et un truc qui est tout bête, c'est qu'on va pouvoir faire des espèces de captures de lieux dans lesquels on est allé. Ce qui fait que nous, en tant que joueurs, des fois, on a envie de se souvenir que dans telle zone du jeu, il y avait un truc qui était inaccessible, j'ai pas encore la compétence pour y aller. Mais si je relance le jeu une semaine après, je me souviens pas forcément de ça. Donc il y a ceux qui sont à fond dans les jeux et qui vont dessiner à la main une carte et prendre des annotations, etc. Et là, pour une fois, c'est intégré dans le jeu, c'est-à-dire que tu as un pouvoir qui te permet en quelque sorte de photographier et ça va rester collé sur la map. Tu peux faire ça un certain nombre de fois et ça marche très bien. Et le tout dernier, comme ça on reste dans le domaine des jeux de plateforme, autre jeu français qui s'appelle Dead Cells, dont j'ai peut-être déjà parlé aussi par le passé, mais qui est revenu avec une nouvelle version. C'est un croisement avec Castlevania. Donc en gros, Dead Cells, c'est
ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo un roguelike. On va avancer dans des niveaux. Là, en plus, ils sont générés un petit peu de manière aléatoire. Donc, à chaque fois qu'on va lancer une partie, tout l'environnement va être plus ou moins différent. Et le principe, c'est que tu vas avancer, tu vas mourir, mais tu auras acquis des compétences qui, quand tu vas relancer la partie, vont te permettre à chaque fois d'aller un petit peu plus loin. Jusqu'au moment où tu vas réussir à terminer le jeu. Et même quand tu as terminé le jeu, en fait, tu débloques là aussi des compétences qui vont te permettre d'accéder à d'autres zones. Et donc là, tu as des zones dans l'univers de Castlevania, c'est une autre licence de jeu vidéo avec des vampires, etc. Bref, c'est un peu la version ultime du jeu parce qu'elle comprend tous les contenus additionnels payants qu'on pouvait acheter en ligne. On l'a à la médiathèque, c'est top. Donc le gameplay toujours aussi efficace et surtout plein de zones, plein de trucs. C'est très très chouette. Et l'éditeur du jeu a annoncé que c'est bon, il n'y aurait plus de mise à jour, plus de contenu supplémentaire. Le jeu a vécu sa vie, je crois qu'il est sorti à la base en 2017. 6 ans de durée de vie pour un jeu qui a eu plein de contenu et tout, mais c'est un jeu qui a été développé par un petit studio français et qui est devenu une référence à l'échelle mondiale. Enfin, c'est quasi devenu un classique en quelques années. Et là, vu qu'il est fini, c'est comme les séries, tu peux tout jouer d'un seul coup ou, Ouais, en fait, c'est ça l'intérêt, c'est que pour moi, ça peut valoir le coup, si on n'a jamais joué à Dead Cells, de prendre cette version-là qu'on a achetée à la médiathèque, la version Castlevania, parce qu'elle comprend la version de base du jeu. Plus, dans le jeu vidéo, on a ce qu'on appelle des DLC, c'est-à-dire que tu vas pouvoir payer pour avoir des contenus supplémentaires dans le jeu. Donc ça peut être des niveaux, etc. Là, à chaque fois, ça venait augmenter en quelque sorte le jeu. Et dans cette version-là, on a la totalité de ce qui est sorti. Donc c'est top, c'est-à-dire qu'en gros, on a une version définitive du jeu et quelqu'un qui le lancerait maintenant, c'est comme se lancer aujourd'hui dans une série qui est totalement terminée, quoi. Et qui aurait en plus les spin-offs et compagnie. Donc là, tu sais que si tu le lances maintenant, tu as tout ce qu'il y a à voir et que normalement, il n'y aura pas plus. Donc vraiment une version normalement, ouais, parce que là, une définitive. Saison 7, tu parlais des séries tout à l'heure que j'arrive pas à lâcher et tout ça. Il y a la saison 7 de Downton Abbey qui est lancée. Ah oui. Donc on va les retrouver. Ça, c'est cool. Il y a eu des films aussi dans Downton Abbey. Les films n'étaient pas très réussis. Les films le deuxième était vraiment moyen. Le premier, ça allait encore, mais le deuxième était vraiment moyen. Pas terrible, ouais. Mais là, peut-être qu'une saison, ils vont lancer une dynamique un peu plus longue et puis ça va être cool de les revoir, quoi. Moi, les séries, c'est ce qu'on disait sur le dernier podcast qu'on faisait, j'ai un peu lâché. Je crois que depuis One Piece, dont on avait parlé la dernière fois, la seule série que j'ai regardée, ça doit être... Non, j'en ai regardé 2, là. J'ai regardé Tapie sur Bernard Tapie. Je sais pas. Plutôt agréablement surpris. Alors c'est pas non plus. Était assez bonne. C'est pas non plus génial, quoi, mais c'est pas mal. Et notamment. Lafitte a l'air de bien jouer dedans, en tout cas. Ouais. En fait, passer quelques minutes, on oublie que c'est lui, quoi. Ouais. Donc, après, moi, Bernard Tapie, j'ai jamais trop connu, mais justement, ça m'a permis de comprendre un petit peu le phénomène et pourquoi est-ce qu'il est autant aimé, notamment dans le sud de la France et tout. C'est quand même un sacré personnage. Ouais. Tu te dis que si on avait voulu l'inventer, c'est un personnage de fiction, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai. C'est complètement fou. Et notamment sur le dernier épisode, il y a une séquence qui est assez mémorable, qui monte en gamme la série. C'est sa rencontre avec le procureur qui veut se le faire en quelque sorte. Et là, il y a une vraie tension. Ça marche hyper bien. Après, c'est pas non plus la série du siècle, mais c'est pas mal. Et l'autre que j'ai regardé, c'est la série docu de Squeezie. Là. En gros, ils ont sorti une série docu sur Prime Video sur Squeezie, qui est le premier youtubeur français, 18 millions d'abonnés, etc. Et on nous le vend un peu comme le documentaire qu'il y a eu sur Orelsan. Ah oui. En gros, c'est un de ses meilleurs potes qui a filmé des off pendant des années. Et en gros, vous allez pouvoir revivre toute l'ascension du personnage, mais notamment avec des images que vous n'avez jamais vues, quoi. Là, beaucoup moins convaincu, notamment parce que je connais très bien ce que Squeezie fait. Et du coup, j'ai eu l'impression de ne pas apprendre grand-chose. À mon avis, c'est plutôt une série... Alors, eux pensent que c'est à la fois pour... que les enfants expliquent aux parents le phénomène Internet, en gros, et aussi pour rendre hommage en fait à toute cette culture Internet. Moi, je trouve que la promesse est pas forcément tenue, parce que ce que j'attendais justement, c'était un peu des images exclusives. En gros, moi, je me dis, le gars, il a une petite vingtaine, il est suivi par 18 millions de personnes, c'est une superstar. Comment est-ce qu'on vit le fait d'être une superstar à l'adolescence ?
et notamment comment il a vécu ça en off, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé à la caméra, mais lui, dans sa vie perso, comment ça s'est passé. Et en fait, son pote a commencé à filmer, mais une fois qu'ils se sont rencontrés, donc les premières années, on les voit pas, et c'est celles-là qui sont les plus intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est l'ascension, c'est pas une fois qu'il est connu, le fait qu'il devienne encore plus connu, quoi. Par contre, effectivement, je me dis que pour ceux qui comprennent pas le succès des youtubeurs, des streamers, qui comprennent pas aussi dernièrement le phénomène des compétitions de jeux vidéo, etc., ça doit être assez passionnant à regarder. C'est-à-dire que là, on suit vraiment tout le process du gars qui commence dans sa chambre, innocent, 15 ans, c'est-à-dire que la première fois qu'il se fait reconnaître, il invite carrément les gamins qui l'ont reconnu chez lui, quoi. Chose qui serait inconcevable aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, être le phénomène qu'il est, c'est-à-dire que si demain il dit ce jeu est génial, je vous le recommande, il est en rupture de stock dans toute la France, quoi. Donc ouais, c'est pas inintéressant, mais je pense pas être la cible, quoi. Bref. On va voir que les politiques maintenant aujourd'hui vont vers ces personnes-là aussi. Du coup, ça montre aussi le phénomène que ça a pris, l'ampleur que ça a pris. Ouais, carrément. Et après, il y a un autre truc qui me pose un peu problème, mais c'est plus dans la forme. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop qu'on m'explique les choses. C'est-à-dire que je trouve que le médium cinéma, série, normalement, l'image doit se suffire à elle-même. Oui. Donc, les trucs avec des voix off, etc., oui. Moi, ça me gonfle. Et notamment sur le documentaire, toutes les séquences où on interviewe le meilleur pote, frère. Non, c'est regardable, moi, je peux plus. Qui dit non, mais depuis le début, on savait qu'il réussirait et tout. Et là. Non, mais en fait, montre-moi juste des images d'archives, c'est beaucoup plus intéressant. Et en soi, la série sur l'ascension d'Orelsan est beaucoup plus intéressante. Elle est moins bavarde, même si on a aussi ces séquences où on ne peut pas s'empêcher d'interviewer le frère, le producteur, l'autre artiste qui est fan de lui et tout. Mais on a beaucoup plus d'images exclusives et on se dit, effectivement... c'est assez fascinant de voir Orelsan au tout début de sa carrière dans une chambre d'ado. C'est le bordel partout et il commence à faire de la musique. Au départ, tu te dis sur le papier, il n'y a aucune raison pour que ça marche. Et en fait, juste le gars a l'étincelle de talent, etc. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant que celle sur Squeezie, je trouve, quoi. Après, pour Orelsan, c'est quand même... moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que son frère ait pensé qu'il serait hyper connu et qu'il ait commencé à le filmer... dès le début, en fait. Dès le début, c'est quoi. C'est-à-dire que le frère est tellement convaincu du talent de son frère que dès la première minute, il commence à le filmer en se disant « Un jour, ce sera la star qu'il mérite d'être ». Alors, je pense pas qu'il y ait volonté dès le départ de se dire « On en fera une série documentaire ». Mais en tout cas, la démarche est absolument dingue. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, imaginons que demain je me mette à faire de la peinture. Je pense pas que mon entourage, dès le départ, c'est une future star de la peinture. On va documenter tout ça, quoi. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui est personne fascinant. Nous filme là, pour le podcast, alors que franchement, on est des stars du podcast. Il y a des vedettes en puissance quand même. C'est clair. Est-ce que vous avez d'autres petites choses ? Là, Jérôme, je vois que Non, mais Jérôme, il va pas nous faire toute sa pile, là, ça va pas être possible. Hein. Alors, moi, je voulais parler, peut-être que quelqu'un de vous l'a vu, Le Cafetan Bleu, un film qu'on a ici et que j'ai vu au cinéma. Ouais. Et vraiment, moi, c'est mon coup de cœur ciné de l'année. Alors, le cafetan, c'est une robe, en fait, qu'on porte dans les pays du Maghreb, en fait. Hein. Et là, en fait, il s'agit d'un couple, en fait, de tailleurs. Je ne sais plus dans quelle ville, si c'est Fès, une ville du Maroc. Et donc, en fait, ils travaillent encore d'une manière artisanale. Et là, très vite, on découvre que, je rebondis sur le titre de mon précédent roman, Une autre façon d'aimer, puisque là aussi, c'est un peu une autre façon d'aimer, puisque on apprend vite que c'est un mariage arrangé, plus ou moins, puisque lui, l'homme, ils ont... la dame, elle a peut-être 35, lui 40, enfin bref, et lui, il est homosexuel aussi, refoulé, on va dire, et il a épousé cette femme. Et elle sent évidemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on la sent assez énergique dans le commerce. Ils ont des commandes, ils doivent, comme c'est de l'artisanat, ils travaillent beaucoup en fait. Et elle est maîtresse femme, on la sent. Et lui, il est assez
on va dire peut-être pas soumis, mais c'est un homme gentil, assez effacé, et puis qui a un peu une double vie, quoi. Et alors peut-être elle sait aussi la double vie qu'il peut avoir, et que ça la rend un peu comme ça. Mais en l'occurrence, on apprend vite qu'elle est malade aussi. Et le Cafetan bleu, sans dévoiler l'intrigue, il va être au centre de l'histoire. Et moi, j'ai trouvé que c'est un film bouleversant, parce que là, encore une autre façon d'aimer, parce qu'il ne l'aime pas peut-être d'une façon traditionnelle, mais il va être attiré notamment par un jeune qui va travailler avec eux dans le magasin, qui souhaite devenir aussi tailleur, en fait. Mais alors, il va, dans ce film, faire preuve d'amour aussi pour sa femme, quoi. Et c'est vraiment, moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce film qui est très émouvant. Voilà. Super. Merci. Jérôme, je te vois lire tes notes. Allez. Alors, je veux bien terminer sur un dernier podcast. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de la Palestine. Un autre conflit en cours, c'est l'Ukraine. Et je voudrais vous proposer un podcast qui s'appelle « Poutine, le tsar soviétique ». Alors, c'est Philippe Collin qui fait ça. Philippe Collin, une figure très connue de la radio et qui fait des choses très très bien. Donc, c'est une série de 5 épisodes qui durent une 50aine de minutes. Alors, je vous disais tout à l'heure que mon attention est souvent limitée à moins longtemps que ça. Là, j'ai tenu, donc c'est que c'est vraiment très très bien. Et en fait, l'objectif du podcast, c'est de vous faire découvrir qui est Vladimir Poutine, pourquoi il attaque l'Ukraine, pourquoi il fait ce qu'il fait. Et c'est au travers de 5 épisodes qui vont retracer en fait sa vie, donc de son enfance à Leningrad, puis son ascension. Il a été espion du KGB, en fait, les gens ne le savent pas forcément. Puis son ascension au sein des instances politiques. Et en fait, petit à petit, on découvre que son combat, en fait, à Poutine, c'est la Russie éternelle. C'est la Russie contre l'Occident qu'il considère décadent. Oui, une nostalgie de l'URSS. Voilà, carrément. C'est ça, c'est vraiment ça. On nous explique notamment dans certains épisodes comment il a vécu, lui, la fin de l'URSS. Qu'il a mal vécu en fait. Il a été en poste en Allemagne, notamment en Allemagne de l'Est. Et donc, c'est vraiment une plongée dans l'âme de ce personnage. C'est donc pour lui, c'est une guerre de civilisation qu'il est en train de mener et il veut la gagner. On n'a pas forcément conscience de ça. Donc c'est pas très très gai, mais c'est vraiment pour le coup très très instructif. Voilà, 5 épisodes de 54 minutes, vraiment fortement recommandé. Ok. Avec ton film, tu m'as donné envie juste de faire une dernière recommandation filmique. Un classique, mais peut-être que les plus jeunes générations l'ont pas vu. Tu m'as donné envie de parler des Parapluies de Cherbourg que j'ai regardé il y a quelques mois. Qui est certainement des plus beaux films que j'ai vus de ma vie, quoi. C'est absolument exceptionnel. Et moi, j'adore tu parlais de relations amoureuses. Moi, j'adore les relations amoureuses tragiques dans l'art, quoi. Et là, les Parapluies de Cherbourg, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire que au départ, on nous dépeint un couple parfait, en quelque sorte, qui va malheureusement être séparé par les épreuves de la vie. Et la réalité de la vie fait que au début on attend, puis ensuite on rencontre éventuellement quelqu'un d'autre et voilà. Les Parapluies de Cherbourg, c'est absolument magnifique. C'est un film de Jacques Demy sous forme de comédie musicale, mais ça virevolte pas dans tous les sens. Ça chante pas forcément toujours parfaitement juste, mais finalement ça participe à la beauté du film, je trouve. Et c'est certainement une des choses à la fois les plus belles et les plus tristes que vous verrez dans votre vie. Donc, à regarder absolument. Est-ce que certains ont envie soit de rebondir, soit de présenter une dernière chose avant qu'on se quitte ? Moi, peut-être un
premier roman que j'ai beaucoup aimé et qui a été primé. D'ailleurs, je ne sais plus quel prix il a eu. Je crois que c'est le prix Femina des lycéens, mais il était nominé dans d'autres prix. C'est Une autre façon d'aimer d'Éric Chacour. Et là, ça se passe au Caire, dans les années 80. Et le héros, en fait, il est issu d'une famille chrétienne, en fait, bourgeoise. Et son père, il a fait des études de médecine en vue de succéder à son père, de reprendre le cabinet. Et quand son père décède, il a fini ses études de médecine et il va devenir médecin. Mais parallèlement, il va aussi vouloir ouvrir un dispensaire pour aider les personnes défavorisées. Et là, en fait, il va... alors, il est marié, c'est un mariage aussi convenu, ça se passe bien, il n'y a pas... Et on sent aussi dans ce roman la présence des femmes. Sa femme, sa mère, il y a la sœur également, un univers assez matriarcal, assez étouffant. Et cet homme-là, sa porte de sortie, là encore, ça va être l'homosexualité. Et du coup, il va tomber amoureux d'un homme, en fait, qui va faire embaucher dans le cabinet, un jeune homme, dans le cabinet de médecin où il travaille. Et très vite, ça va jaser, évidemment. Et de fil en aiguille, il va être amené à s'exiler au Canada pour, justement, préserver sa famille, sauver l'honneur, en fait, de la famille. Alors, pour un premier roman, c'est vraiment très bien maîtrisé, le style est fluide. En plus, l'auteur, en fait, il a 39 ans, il a travaillé dans l'économie et il a voulu écrire un roman. Et lui-même, il est issu d'une famille en fait, d'exilés, en fait, puisque ses parents ont quitté l'Égypte, en fait, au moment de Nasser, à peu près. Voilà. Et vraiment, moi, c'est mon coup de cœur aussi au niveau des premiers romans. Donc, et d'ailleurs, je précise qu'il y a énormément de premiers romans intéressants à découvrir, très bien maîtrisés dans tous les domaines. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du club et à bientôt. Salut. Salut. Merci. À bientôt.